Aujourd'hui, je vais vous parler des outils de mesure de l'impact environnemental des applications web et comment s'y retrouver et éviter le green scanning. Donc ça vient de Skype Arnaque en anglais. Est-ce que vous avez déjà vu ce graphe? Les organisateurs du Human Talks, normalement oui, parce que je l'ai piqué sur une slide d'un ancien Human Talks. Donc c'est la proportion des gaz à effet de serre mondiaux sur les secteurs. Et donc là, on voit que sur le secteur du numérique, on est entre 3 et 4%. Et ça va faire qu'augmenter cette part à l'avenir. Donc qu'est-ce qu'on se dit là? On se dit il faut faire quelque chose sur nos applications web. Et la première action, c'est de mesurer. Donc j'ai envie de mesurer mon application web. Comment est-ce que je fais? Faut choisir un outil. Mais des outils, il y en a vraiment beaucoup. Donc comment est-ce que je fais pour choisir le bon outil pour mesurer mon application, les émissions de mon site web? Donc j'en ai pris pas mal et j'ai regardé les différentes émissions sur les différents outils. Et on voit que ça varie beaucoup. Ça varie même infiniment parce que j'ai Carbon Analyzer qui a 0 g de CO2 et j'en ai un à 2,5. Bon, du coup, on va partir sur une petite analyse pour trouver un outil parfait pour mesurer nos émissions. Déjà, regardons un petit peu Carbon Analyzer qui nous a trouvé 0 g de CO2 et comment est-ce qu'ils font pour calculer 0 g quoi. Donc, Carbon Analyzer, il se base principalement sur le poids des données transférées. Souvent, sur les outils de mesure, on va schématiser une application web en 3 tiers, le terminal de l'utilisateur, le réseau et le serveur. Pour le réseau et le serveur, ils vont prendre le poids de la page et ils vont multiplier par un facteur, carbone poids. Et pour le terminal de l'utilisateur, ils vont regarder la durée de la session avec un facteur. Donc l'avantage avec les outils de mesure, c'est que souvent le code il est open source, donc on peut aller vérifier directement dans le code comment est-ce qu'il calcule. Et donc on voit déjà que pour avoir le total des émissions, on va sommer donc les 3 tiers dont je vous parlais et on va faire un petit arrondi, ce qui explique que parfois l'arrondi peut tomber à 0. Comment est-ce qu'ils font ensuite, pour calculer les gaz à effet de serre? Ils vont en fait écouter chacune des requêtes et stocker la taille des données récupérées. Et ensuite, ils récupèrent du local storage ces données-là. Et ensuite, ils vont multiplier par un facteur qui permet de transformer la taille des données en équivalent énergétique. Et ensuite, cet équivalent énergétique, ils vont le multiplier par l'intensité carbone de l'électricité. Et donc, ça va nous donner nos émissions. Mais d'où vient donc ce 0.0072 d'où est-ce qu'il sort? Donc pour la partie serveur et réseau, où on va utiliser le poids de la page, c'est la même source. Ça va être le One Byte Model, qui a été développé par le Shift Project. Et lui-même se base sur un de leurs papiers qui date de mars 2019. Et cette étude-là, elle s'est elle-même basée sur une étude scientifique qui date de 2015, qui permettait de modéliser la consommation globale d'électricité et des tendances dans les années à venir. Ensuite, on peut regarder pour le device, pour le terminal utilisateur. Donc là, ça va être pareil, la même méthode, on va passer par l'équivalent énergétique et un facteur d'émission électricité carbone. Sauf que là, l'électricité, l'équivalent énergétique, il va être calculé à partir de la durée de la session de l'utilisateur. Et comment est-ce qu'on sait quel est l'impact en kilowattheure par minute de l'utilisateur? Là, c'est une moyenne de 4 études différentes, dont la même première étude dont je vous ai parlé tout à l'heure en 2015. Et donc voilà, ils font la moyenne sur moyenne entre un ordinateur et un smartphone. Et donc à chaque fois, quand on a l'énergie, on la multiplie par un facteur d'émission carbone. Donc il y a un facteur par défaut et puis il y a un petit peu de variabilité si on choisit une localisation précise, par exemple si on est en France ou aux États-Unis. Et cette intensité carbone, elle vient d'un rapport de l'International Energy Agency qui date de 2018. Donc toutes les sources là qui sont utilisées sur cet outil, elles ont 5 à 8 ans. Donc on peut se demander si elles sont toujours pertinentes. Et par exemple, là c'est Electricity Map sur cette année, qui a 86 grammes, alors que sur l'outil c'est 35 grammes. Donc déjà, première chose, il faut se méfier des données sources des outils de mesure, qui sont parfois très anciennes.
Il y a d'autres outils qui existent qui ne se basent pas sur un équivalent carbone qui est calculé scientifiquement, comme l'éco-index. L'éco-index, il vient donner une note entre 0 et 100. Et comment est-ce qu'il calcule ça? Ils vont regarder 3 métriques, la quantité d'éléments dans le DOM, le nombre de requêtes et la taille de la page. Il va regarder donc pourquoi est-ce qu'il choisit ces données-là? Parce qu'il va modéliser, comme tout à l'heure, la partie terminal utilisateur avec une des données, la partie réseau avec le poids de la page et la partie du serveur avec le nombre de requêtes HTTP. Et pour chacune de ces données, juste avant, on voit qu'il fait un calcul de quantile. Donc il va regarder où est-ce que se situe votre site par rapport à la moyenne des autres sites, qui vient de la source HTTP Archive, qui référence des milliers d'URL, donc on voit où se situe notre site. Un truc qu'il y a en plus, il y a une pondération 3, 2 et 1 sur les différents tiers. Et donc ça vient du Shift Project du modèle. On voit que la partie terminal utilisateur, à la fois dans l'utilisation et dans la production, c'est ça qui va venir faire la plus grosse part de l'impact carbone. Donc c'est pour ça que c'est surpondéré. Et ensuite, ils sont allés de façon décroissante. Ok, donc là, on a vu comment est-ce que l'éco-index était calculé. Donc en gros, ils regardent pour chacun des tiers, ils ont une espèce de mesure équivalente. Et puis, ils vont regarder où se situe notre site par rapport à la moyenne des sites. Et après, à partir de cet éco-index, ils vont venir convertir en émissions de gaz à effet de serre ou en consommation d'eau. Donc, ils ont pris la moyenne de l'impact des sites qui vient d'une analyse de cycle de vie de Green IT en 2015. Donc là, on voit déjà que en fait, l'impact carbone de l'éco-index, il est borné entre 1 et 3 grammes. On ne pourra jamais avoir... le pire site au monde, il polluera 3 grammes par visite. Et aussi, autre limite, c'est que si on a une médiane des sites qui est ultra mauvaise et que nous, on est dégueu, mais pas autant que la moyenne des sites, on va avoir une super note en fait et un impact très faible. Il y a pas mal d'outils où on peut utiliser l'URL pour calculer les gaz à effet de serre. Mais du coup, le point commun entre tous ces outils en termes de limites, ça va être qu'il y a beaucoup de postulats. Le type de terminaux qui vont être utilisés, les connexions qui vont être utilisées, les données sources. Aussi, en fonction de votre application web, vous n'allez pas du tout avoir le même parcours utilisateur, donc pas du tout le même impact. Et aussi, du coup, on va avoir que les informations visibles depuis le terminal de l'utilisateur. Il y a un autre outil qui existe, c'est GreenFrame, où là, on va pouvoir dockeriser toutes les parties de son application et faire tourner des scénarios complexes sur son application. Ensuite, il va y avoir des mesures qui sont faites sur ce scénario. Et après, on toujours un petit peu la même mentalité de transformer en électricité équivalente. Et ensuite, avec un équivalent électricité carbone qui est par défaut à 442 grammes par kilowattheure, mais qui est configurable. D'où viennent les publications scientifiques? Bon, là, il y a un peu plus de sources, mais ce qui est hyper intéressant, c'est qu'on voit que en fait, les sources, elles varient énormément. Ça peut aller de 136 000 Wh par gigabyte à 6. Donc la marge est énorme. Et du coup, eux-mêmes disent que leur modèle est faux, en fait. Parce que c'est impossible actuellement, il n'y a pas de consensus scientifique sur comment calculer un impact carbone. Donc voilà, pour trouver mon équivalent carbone, en fait, ça n'existe pas vraiment. En fait, c'est un système qui est tellement complexe que c'est quasiment impossible d'avoir un chiffre exact. Par contre, il y a plein d'informations qui se recoupent entre les différents outils. Tous les outils sont d'accord pour dire qu'il faut limiter le temps d'utilisation du terminal utilisateur. Donc éviter de pousser à l'utilisation avec des patterns comme le scroll infini ou des notifications. Optimiser le plus possible le parcours d'un utilisateur. Aussi, il y a un autre truc, c'est qu'on a vu, c'est que ce qui polluait pas mal, c'était la production des terminaux. Et du coup, ça, il faut essayer d'être le plus compatible possible. Donc, avoir une application la plus légère possible au chargement et à l'exécution et rester compatible avec des vieux modèles. Ça venait de ce talk-là, la slide que j'ai piquée au début. Donc c'est hyper intéressant cette présentation, si vous n'avez pas eu l'occasion de la voir, où là on va voir l'évolution dans le temps. En fait, l'équivalent CO2 en soi, ça ne veut pas dire grand-chose, mais par contre ça peut être intéressant quand il y a beaucoup de métriques qui sont prises en compte, de suivre l'évolution dans le temps des émissions. Merci pour ton talk, Louise. J'ai une question sur l'éco-index. Est-ce que ça marche sur une SPA où tu n'aurais pas tous les nœuds de ton DOM
tous les nœuds de ton DOM au chargement? Bah, ce serait limité du coup. Il se baserait sur le premier chargement, le nombre d'éléments du DOM au premier chargement. Ok, donc ça marcherait pas bien. Une autre limite. Pas une question, c'est plus une remarque. C'est vachement cool d'avoir creusé à ce point, d'être allé dans le code source. Voilà. Super présentation déjà, c'est cool. Tu as parlé des outils, les outils que tu as présentés, ces outils, en gros, tu leur donnes un URL, si j'ai bien compris, tu leur donnes un URL et après, c'est eux qui font l'analyse, quoi. Les deux premiers. Ouais, ok. Le dernier, c'était pas ça? Non, le dernier, c'est Dockerisation. Okay. Et du coup, en allant plus loin, je sais qu'il y a des outils, tu l'as montré, notamment Cloud Carbon Footprint, où en gros, Souvenir, il va analyser ton infra dans le cloud. Et à partir de ton infra et de ce que tu en fais, ils vont dire quelles sont les émissions. Du coup, je voulais avoir ton avis sur cette méthode de mesure, vu que tu n'en as pas trop parlé. Ouais. Qu'est-ce que tu en penses? Du coup, il en parle pas mal, Charles, dans sa présentation. Mais en gros, Cloud Carbon Footprint, ce qui est bien, c'est que oui, tu vas voir les différentes... En fait, ça dépend un peu de quel est ton provider. Mais déjà, c'est que dans le cloud. Donc, si tu as une application dockerisée, ça peut... Enfin, tu n'es pas forcément chez AWS ou chez un autre fournisseur. Mais c'est pas mal en vrai. Le truc, c'est t'as pas le fait de pouvoir répéter des scénarios utilisateurs. Ça va être vraiment, en gros, tous les mois, il va venir récupérer des données ou à plus forte fréquence. Et parfois, il va devoir utiliser des équivalents entre, par exemple, le prix que tu payes à AWS et un équivalent CO2. Donc, c'est un peu plus... Enfin, c'est pas directement... comme les autres outils, en fait. Les autres outils, ils utilisent le nombre d'éléments du DOM, mais là, du coup, ça va être le prix qui va être pris en compte, et ensuite, ils vont faire la transposition en énergie, et ensuite la transposition en carbone. Donc, j'ai pas été creusée ultra profond dans la doc de Cloud Carbon Footprint, mais moi, ça me paraît limité par rapport au fait que tu puisses pas faire des scénarios utilisateurs. Mais par contre, c'est bien pour voir si jamais tu as un service qui consomme vachement, tu vas le voir très facilement sur cette plateforme. Ouais, petite question, c'est peut-être effectivement aussi dans la présentation dont tu as mis le lien à la fin, mais tu dis que c'est principalement le terminal utilisateur qui est source de consommation. C'est quoi le ratio par rapport au serveur? Et là où je veux en venir, c'est qu'il y a des débats notamment sur les langages de programmation entre du PHP, du Node, du Go, de l'assembleur pour faire des sites, pour justement essayer de réduire l'impact de consommation du serveur parce que tu as un langage qui est plus bas niveau, plus performant. Et voilà, tu as un ordre de grandeur un peu des leviers les plus efficaces à utiliser? Ça dépend des études, ça. Mais en tout cas, toutes les études montrent une tendance sur... c'est le terminal utilisateur qui va être le plus gourmand. Et il y a une notion de... est-ce que, par exemple, sur les outils, justement, c'est qu'un URL. Et on dit, si par exemple, il y a un calcul qui est fait côté client, mais que tu le fais basculer côté serveur, du coup, sur les premiers outils, ça va faire diminuer ton impact carbone, alors que le calcul est toujours là. Mais en fait, les serveurs sont beaucoup plus optimisés au niveau consommation et calcul. Donc du coup, en fait, même si tu fais le même calcul, c'est toujours beaucoup mieux de le faire côté serveur que côté client. Ensuite, sur le choix des langages, effectivement, c'est beaucoup moins consommateur, plus tu es proche, on va dire, Python, c'est pas ouf, et si tu fais du C++, c'est ouf. Mais en fait, c'est pas le premier truc à faire. Le premier truc à faire, c'est vraiment se concentrer sur les utilisateurs et avoir une application la plus légère possible pour eux. Ce qu'on établit, c'est qu'il n'y a pas de notion absolue de calcul du truc de carbone, et ça c'est vrai de toute façon dans plein d'industries aussi. Mais du coup, est-ce que c'est pas des chiffres relatifs qu'il faut chercher, c'est-à-dire une évolution? Tu as parlé de parcours utilisateur, on a parlé de taille de page, et en fait, est-ce qu'on peut pas lier ça à d'autres notions? Par exemple, on parle de FinOps, par exemple, par rapport au serveur, quelqu'un a parlé du cloud et ce genre de choses. Est-ce que c'est pas du coup plus intéressant c'est pas que c'est plus intéressant, mais de mélanger la notion écologie avec les notions d'autres bienfaits? Pas de dark pattern, la taille de page, les performances, optimiser certaines performances et optimiser les coûts en fait. Si, totalement. C'est pour ça qu'à la fin je disais, si tu as un outil qui prend plusieurs métriques comme GreenFrame qui vient regarder plein de choses différentes,
ou Cloud Carbon Footprint qui ne se limite pas juste à aller visiter la page et regarder la taille qui est transférée. Là, bon, la valeur en soi, comme tu dis, elle vaut rien, mais par contre, de la suivre dans le temps, c'est utile, ouais. Totalement d'accord.